Avis à la population. À l'occasion du mariage de Madame Veuve Ernestine Jaouin, résidant au Mas des Bartavelles, avec le dénommé Anatole Calipo, qui exerce une activité de sériciculture à Valabrègue, le futur marié a tout récemment remis la pelote au café comme il est de coutume pour les étrangers au village. La population est conviée à venir prendre l'apéritif qui se tiendra au Grand Café du Commerce demain après-midi à 3 heures en présence de Monsieur le maire et des futurs époux. Le mariage sera célébré à la mairie aux environs de 4 heures. Ceux qui le souhaitent pourront prendre part à la cérémonie en accompagnant les mariés avec circonspection devant Monsieur le maire. Qu'on se le dise. Ce vendredi de novembre, c'était jour de marché au village. Au beau milieu des étalages de fruits et légumes, au son de sa trompette de cuivre, Blaise, l'appariteur municipal, annonça la nouvelle. La veuve Jaouin allait se remarier. 1 an et demi plus tôt, son mari, Honoré Jaouin, avait cassé sa pipe en tombant de son charreton tête première sur une grosse pierre. Le malheureux s'était endormi en rentrant au mas après la coupe des foins, tout en tenant les rênes de son cheval. Comme il ne le guidait plus, au lieu de prendre le chemin qui filait vers le mas, le canasson fila tout droit sur une draille mal entretenue, la charrette trébucha dans une ornière, et allez, adieu Honoré. Ernestine se retrouva sans mari. À peine était-elle plongée dans le veuvage que les prétendants lui témoignaient assidûment leur plus galante sympathie. Les hommes se faisaient plus appliqués, eux qui d'ordinaire ne prêtaient aux femmes qu'une attention toute relative. Faisant mine de la consoler, ils manifestaient à son égard des petites courtoisies plus touchantes les unes que les autres. Ils se conduisaient vis-à-vis d'elle comme des candidats fébriles avant une élection. Ernestine était une belle femme. Elle avait de longs cheveux noirs qu'elle rassemblait en un chignon désordonné au-dessus de son chemisier de dentelle fine. L'ensemble lui donnait une allure folle. Plus jeune, la belle paysanne faisait tourner toutes les têtes des mâles du pays, même celles des femmes pas très ravies de voir leur mari reluquer cette plante radieuse et ostentatoire. Certains étaient vaguement au courant que la veuve joyeuse n'allait plus rester veuve très longtemps. Ces derniers temps, on avait remarqué une certaine affluence au Mas des Bartavelles. Plus que d'habitude, en tout cas. Pour les autres, c'était une information qu'il convenait d'ébruiter le plus rapidement. L'appariteur venait à peine de quitter le marché pour regagner la mairie que déjà des petits groupes chuchotaient toutes sortes de commérages à propos de ce mariage qui n'était pas du goût de tout le monde. Sous la tenture d'un marchand de saucissons, 3 petites vieilles vêtues de noir, un fichu sur la tête, jasaient des pleines bouches de médisance. Elle n'a pas attendu longtemps avant de convoler en seconde noce, cette dévergondée. Et où elle est allée le pêcher, ce drôle? À Valabrègue, si j'ai bien compris ce qu'a dit Blaise tout à l'heure. Et c'est où ça, Valabrègue pêcher, hein? Eh ben, je crois que c'est vers le nord, du côté de Tarascon. Boudiou, mais c'est loin! Et comment ils ont fait pour s'acoquiner? Elle est de Raphaël, et lui du diable Vauvert. Eh bien ici, pardi au marché, il venait vendre la soie qu'il fabrique. L'Ernestine, de voir ce déballage de beaux tissus, ça l'a rendue toute molle. Il n'avait plus qu'à la redire. Vous avez entendu son nom à ce comique? Et encore 2 minutes, ça me serait revenu. Mais là, tout de suite, on attend quelque chose. En tout cas, j'en connais un qui va pas les trinquer de joie avec toutes ces bordilles. Ou alors, il va aller se pointer au commerce avec son fusil. Et qui donc? Eh bien, le Maurice, pardi. Tu veux dire Maurice Barigoule? Lui-même dans toute sa personne. Ah bon? Il a des vues sur la veuve? Mais je savais pas. Mais comme tous les hommes, tous des cochons, ma pauvre. Moi, j'avais pas de bonhomme, hein. Et pour qu'ils me prennent mes 4 sous. Même du vivant d'Honoré, il n'était pas le dernier à la convoiter. Mais de loin, je crois qu'elle ne l'a jamais su. Ah, pour être discret, le Maurice, il savait y faire. Quand il traquait une garenne du côté de Saint-Hippolyte, eh bien, le lapin, il était cuit.
Eh ouais, bonne biasse qu'il a dû se dire, ce couillon. Il se croyait de se la marier, et il s'est fait doubler comme une jeune nonne, et par un étranger en plus. Heureusement qu'il n'a pas entendu la vie de tout à l'heure. Il aurait été capable d'étrangler l'appariteur par l'épi. Il peut toujours lui courir derrière à cette lapine. Il n'est pas prêt de la mettre dans son lit. Il va avoir une grosse déception, moi je vous le dis. Un peu comme celle qu'on a quand une chèvre donne un peu de lait et qu'on n'aura pas beaucoup de fromage. Coquette comme elle est, l'Ernestine, tu parles qu'elle aurait pas voulu de lui. Le Maurice est bien gentil, mais il faut reconnaître qu'il marque mal. Il est fagoté comme un sauvageon. Peut-être, n'empêche qu'il a du bien. Une fois présentable, il aurait pu faire un bon mari plutôt que ce gaveau qu'on ne sait pas à quoi il ressemble. Eh bien, pour le savoir, il n'y a qu'une chose à faire, ma chère, aller au mariage. Très bien. Allons-y toutes les trois. Mais pas question de se mêler au cortège, on va les attendre bien gentiment à la sortie de la mairie. Et cette rascasse, je la fixerai droit dans les yeux, je vous le garantis. Oh, je suis sûr qu'il y aura du monde. C'est un événement tout de même. On passera plus facilement inaperçu. Au village, on ne parlait plus que du mariage de la veuve Jalouin avec son gigolo de Valabrègue. C'était devenu une affaire d'État. Si les mauvaises langues écoulaient leurs calomnies entre les étals du marché, le soir venu, au bar du commerce, les hommes focalisaient la discussion sur cette union qu'ils jugeaient illégitime, pour ne pas dire contre nature. Le bougre avait beau payer la pelote, il n'allait pas s'en tirer sans un bon petit charivari nocturne comme il est de tradition en pareilles circonstances. Un peu aigris et rongés par l'amertume, les soupirants déchus complotaient un plan machiavélique sur le comptoir du bistrot. Dédé, le président de la Boule Joyeuse, Louis le berger, Milou le garagiste, Raymond le boulégueur des lotos, Pépé l'épicier, pas un habitué des lieux ne manquait à l'appel. Le soir même, tous allaient s'employer à faire un tintamarre de tous les diables sous les fenêtres du couple indésirable. « Bon, ce soir, on se pointe au mas de la veuve et on mitraille sans ménagement, lança Raymond. « À quelle heure ?» demanda Dédé. « Le plus tard possible, vers 11h, il faut les tirer du lit. Et s'ils n'ouvrent pas, on chahutera tant qu'il faudra, t'inquiète, ils finiront bien par se lever. » « Faire une chose pareille à Ernestine, peu cher, soupira Pépé. « Et alors, Ernestine ou une autre, c'est pareil, il n'y a pas de raison de l'aménager. C'est surtout le tourtereau qui nous intéresse. On ne sait même pas la tête qu'il a. Moi, je l'ai vu, ce type, précisa à Marie, la patronne du café, la bouteille de pastis dans la main. Quand il est venu payer la pelote, il était avec elle. Je les ai vus ensemble. « Comment tu l'as trouvé ?» demanda Dédé. « Et il m'a paru sympathique et très avenant. Je me suis dit, c'est rare au village des types comme lui. De taille, il est petit, mais propre sur lui. Il avait un beau gilet. Un demi-portion doublé d'un mielleux, manquait plus que ça. Qu'est-ce qu'elle peut bien lui trouver? T'as entendu Marie? Il avait un beau gilet, constata Pépé. Ça veut dire que même si c'est pas une asperge, le galant d'Ernestine, c'est un monsieur. Monsieur ou pas, il va pas fermer l'œil de la nuit. On va te le faire gigoter, le monsieur et son beau gilet, conclut Raymond. Moi, je marche avec vous, ajouta le patron. C'est bien, Jeannot, c'est bien. T'as ce qu'il faut pour faire du bruit? Oh, je trouverai bien quelque chose dans le bric-à-brac de Marie, une casserole, une marmite, je verrai. Et vous, c'est quoi, votre bazar? J'ai toujours mon tuba de l'époque où je faisais partie de la fanfare, répondit Raymond. Ce sera une belle occasion de le ressortir. Moi, j'ai le tambour du minot, enchaîna Dédé. Oh, je dois bien avoir un vieux klaxon à poire qui traîne au garage, renchérit Milou. Pour ce qui est de faire du raffut, je suis bien achalandé avec toutes mes sonnailles, poursuivit le berger. T'en veux des cloches? Je prendrai 2 ou 3, les plus grosses. Oh, ça va faire une brave cacophonie, conclut-on satisfait. Chacun savourait à l'avance les turpitudes dont allait être victime un habitant de Valabrègue qui avait eu la mauvaise idée de jeter son dévolu sur une habitante du village. Maurice entra. Vêtu d'une redingote élimée, chaussé de bottes maculées de terre, il affichait un visage aux traits tirés, le regard assombri sous une chevelure hirsute. Ses amis remarquèrent la mine déconfite de l'agriculteur qui rentrait de ses terres.
Ils tentèrent d'exorciser par la plaisanterie l'objet de sa contrariété. « Vais, Maurice !» lança la cantonade. « Eh ben, t'en fais une tête, remarqua Milou. Pire que la mienne quand je rentre bredouille. »« T'as raison, c'est pire. »« Oh, à ce point ?» J'ai été témoin d'une chose catastrophique, que je me demande encore si je l'ai vraiment vu ou si je l'ai pas rêvé. Marie, serre-moi un pastaga. T'as raison, bois un coup, vas-y, raconte. Vous êtes braves, les gars, mais ma misère, je me la garde. Me parle, qu'on te dit. J'ai pas envie de m'étaler. Mais ça sert à rien de ruminer, ça va te faire venir la bile que c'est pas bon. Dis-nous, peu cher, ça va te soulager. Pour que vous vous foutiez de ma gueule? Jamais de la vie. T'as plus confiance en nous? Tu deviens vexant, Maurice, quand tu vas pas bien. Bon, d'accord, je vous dis. Après tout, c'est pas du mal. Mais si j'en vois un rire, ou même un sourire, je vous plante sur place et vous me voyez plus. Voilà qui est parlé. On t'écoute, avec toute notre considération distinguée. Eh bien voilà. En revenant de mon pré de Belle-Ombre, je me suis fait un petit crochet par les Bartavel, histoire de témoigner mon soutien moral à Ernestine dans la douleur qu'elle traverse actuellement. Je me suis pensé que le moment était venu que je me déclare officiellement après le temps réglementaire de son deuil que j'ai laissé passer avec tous les égards qui s'imposent. Eh bien, je suis arrivé trop tard. La place était déjà prise. Alors que je commençais à m'avancer avec ma charrette dans la grande allée bordée de platanes, le cœur battant d'émotion, ce que j'ai vu m'a envahi de découragement. Une espèce de petit sans-gêne était en train de la bécoter à pleine bouche sur le perron de sa porte. Et ça avait pas l'air de lui déplaire à l'autre garce. Oh, j'ai pas demandé mon reste, pas besoin de me faire un dessin. Mon cheval a vite compris, il a fait demi-tour et me voici, misérable comme une loque. Vous savez tout. Mais c'est merveilleux ce que tu nous dis là, accrédita Raymond. C'est tout ce que tu trouves à dire, pesta Maurice. Je me confesse devant vous sans pudeur, et ma consternation vous émerveille, bande de Judas. Ne t'énerve pas, on va t'expliquer. L'agriculteur fit un geste brusque de la main, signifiant qu'il ne voulait pas en entendre davantage. Il se sentait doublement trahi, plus douloureusement cette fois car l'offense lui venait de ses amis. Il avala son verre de pastis d'un trait, puis s'empara aussitôt d'une rose qu'il ôta d'un vase effilé qui décorait l'extrémité du comptoir. Il passa la fleur sous ses narines, comme pour ressentir le parfum, puis l'approcha de sa bouche. Tous l'observaient en silence, sans avoir la moindre idée de ses intentions, devenues soudainement imprévisibles. Maurice ouvrit grand la bouche et croqua la rose de ses dents vigoureuses. Il saisit une seconde fleur qui connut le même sort, puis la troisième et dernière rose fut mâchée et avalée, ne laissant que 3 tiges qu'il remit dans le vase. La stupeur était collégiale. Son public, jusque-là compatissant, était devenu pantois, interdit. « Mais il a bouffé mes roses !» s'écria Marie indignée. « Dis, Maurice, si tu as faim, je peux te faire une molette, mais laisse mes fleurs tranquilles. » « Il est devenu fada, constata Pépé. Le chagrin lui a givré le ciboulot. « T'inquiète, je suis pas fada. »« Sans blague, alors pourquoi t'as gobé les fleurs de Marie ?»« Pour voir vos têtes de trompe-couillon, ça valait le coup. »« Mais alors, tu t'es fichu de nous ?»« À peine. »« À la bonne heure !» clama Raymond en lui administrant une tape amicale sur l'épaule. « Ton moral est revenu. Tu nous as flanqué une belle frousse, on te croyait à l'agonie. Je comprends toujours pas pourquoi vous trouvez que ma mésaventure est merveilleuse. » « On allait te le dire, mais tu nous as pas laissé le temps. Figure-toi qu'on va te fournir une belle occasion de te laver de cette insulte. »« Eh ouais, juste avant que t'arrives, attesta Louis, on mettait au point une stratégie de déroute contre ces suppôts de Cupidon. Ce soir, on va tous aller foutre le bordel au Bartavel. Vous organisez un charivari? Ouais, et tu fais un partenaire idéal. T'as de bonnes raisons de te joindre à nous. Inutile de te demander si tu es de la fête. Plutôt 2 fois qu'une. Merci les gars. Ce soir, je vais y aller de bon cœur. Et avec quoi tu comptes mener le sabbat? J'ai un violon, un vieux crin-crin que j'ai retrouvé au grenier. Tu joues du violon, toi, maintenant? Absolument pas. Ça va être horrible.
À la nuit tombée, équipés de leurs instruments hétéroclites, les joyeux drilles s'approchaient du mas, à pied pour certains, à vélo pour d'autres. Par prudence, ils avaient emballé leurs bricoles dans du papier journal pour éviter tout tintement accidentel susceptible de révéler leur présence. Il fallait attendre le moment opportun pour déclencher le vacarme. L'un après l'autre, à mesure qu'ils arrivaient, ils se regroupèrent derrière un gros buisson de laurier situé dans l'axe de la porte d'entrée. La clarté de la lune leur suffisait à se repérer. Du mas, on ne pouvait pas les voir. Ils étaient 6. Dédé, Jeannot, Maurice, Milou, Pépé et Louis. Raymond tardait. « Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est 11 heures passées, se plaignit Milou. « De quoi tu te plains? Rétorqua Pépé. Plus on tarde, au mieux ça vaut. Il n'y a qu'à commencer, ça le fera venir. Ah, pas question de commencer sans Raymond, hein. C'est le démarrage qui est le meilleur. Alors, patiente. » Dans un silence mal contenu, troublé par des chuchotements destinés à meubler l'impatience, on poursuivait à voix basse la conversation commencée à l'apéritif quelques heures plus tôt. On prêtait à l'étranger toutes sortes de défauts invraisemblables. On supposait, d'un commun accord, qu'il avait été banni de Valabrègue. On préjugeait de son intégrité physique, car se disait-on, si l'homme était de petite taille, c'est qu'il avait été mal nourri pendant son enfance. On le pressentait comme un personnage teigneux, prétentieux, vaniteux, comme un esbroufeur de première ligne. Le pauvre Anatole devait avoir les oreilles qui sifflaient à cet instant, pensait-on en ricanant. « Où vous êtes » tonitra quelqu'un de la route. « Mais qui c'est celui-là » interrogea Jeannot. « C'est pas la voix de Raymond, il est fou de gueuler comme ça. »« Oh ! Y a quelqu'un » ?»« Ta gueule » rétorqua Dédé d'une voix modérée. « Tu vas nous faire repérer. Arrive, on est près de la touffe de laurier. »« Ah ouais, je vous vois » répondit l'autre, toujours aussi fort. « Oh pétard, c'est le facteur » indiqua Maurice, l'ayant reconnu. « Et en uniforme par-dessus le marché. »« Eh, comment tu sais qu'on est ici ?»« C'est Marie, elle m'a dit où vous étiez, elle m'a dit que vous préparez un charivari. Alors j'ai décidé de participer avec vous. »« D'accord, t'attends le signal et puis arrête de gueuler, Boudiou. »« Et c'est quand le signal ?»« Dès que Raymond sera là. D'ailleurs, je me demande ce qui trafique. » Raymond arriva enfin. Juché sur son vélo, un énorme tuyau métallique lui ceinturait la poitrine. Il se terminait par un très large évasement à hauteur de la tête. C'était son tuba qu'il avait transporté malgré l'inconfort que pareille expédition représentait. « T'en as mis du temps. On se demandait si t'allais venir. »« Si tu crois que c'est facile de pédaler avec un engin pareil autour de la taille, je suis passé à côté de la mère Pète Sec, j'ai cru qu'elle allait avoir une attaque. Elle s'est mise à hurler que ça a réveillé tous les chiens du quartier. J'ai semé un brave merdier derrière moi. » Maintenant, on peut commencer. Chacun ôta le papier journal qui emballait l'instrument, le chiffonna en une boule grossière qu'il glissa dans sa poche. Tel un chef d'orchestre immobile avant les premières mesures, Raymond leva le bras qui resta quelques secondes en l'air, puis le laissa promptement retomber. Une épouvantable déflagration cacophonique résonna dans la nuit comme une explosion sonore d'une totale anarchie. Jeannot tapait de toutes ses forces sur le fond d'une marmite. Milou actionnait sans ménagement un vieux klaxon dans une succession de poètes-poètes frénétiques. Louis secouait simultanément 3 cloches faisant à lui seul autant de bruit qu'un troupeau de moutons. Pépé tournait sa crécelle dans un bruit de crépitement âcre. Maurice faisait grincer son violon dans des mouvements saccadés de son archet qu'il manipulait comme une scie égoïne. Dédé martelait un petit tambour dans un roulement furieux et désordonné. L'énorme cornet du tuba de Raymond vomissait des notes lourdes et graves qui rythmaient le vacarme infernal. Quant au facteur, n'ayant aucun instrument, il s'égousillait dans l'interprétation très approximative d'un chant provençal de circonstance. Asparu du pagala peloton, perso que seas un pauvre mexin, agardaco per ferriboto, est en avance le riverain. En quelques minutes, toutes les petites bêtes avaient fui le périmètre de l'épouvantable raffut. Il n'y avait plus le moindre insecte à la ronde, plus aucun rapace nocturne, plus rien qu'une bande de noctambules déchaînés qui s'excitaient sur leurs instruments de fortune avec une conscience infaillible. Le tintamarre diabolique dura un bon quart d'heure sans que rien ne se passât du côté du mas. Puis la clarté d'une lampe apparut dans l'entrebâillement d'un volet au premier étage. Le tohu-bohu cessa aussitôt. « Ça bouge !» cria Raymond.
« Sors de ton trou, Rastaquer » vociféra Milou, les mains en entonnoir autour de sa bouche. Des éclats de voix succédèrent au tumulte. On criait, on vilipendait, on proférait les plus infâmes gauloiseries à l'encontre du malheureux Calipo, qui ne devait pas emmener large, terré dans son repère. Dans l'allée, face aux masses, la fièvre montait, les agitateurs s'impatientaient et menaient bacchanal pour tenter de débusquer l'étranger. Excepté le reflet de lumière entre les volets, aucun mouvement ne laissait supposer une quelconque capitulation chez l'assiégé. Las de cette ritournelle infructueuse, Dédé sortit de sa cachette et s'avança pour bien se montrer face au volet. « Haut du bateau! Sors de là! Montre-nous ta farce de Jocrisse » s'égosilla-t-il. Quelques secondes après l'invective, les deux battants s'écartèrent, et là, dans le rectangle de lumière, ceux qu'ils virent les cloua de stupéfaction. La belle Ernestine était nue, les bras écartés tenant les volets, ses longs cheveux lui tombaient sur les épaules comme une cascade d'ébène, offrant à la vue de tous des seins magnifiques, dodus comme des fruits du bon Dieu. La meute humaine ne pipait mot. Tous regardaient de leurs yeux cette apparition presque divine d'une silhouette gracieuse, nimbée de lumière dans l'obscurité de la nuit. Complètement subjugué, Maurice jaillit du buisson et tomba à genoux sous la fenêtre, les bras en croix, son violon dans une main et l'archet dans l'autre. « La Sainte Vierge !» hurla-t-il. « Tu es bénie entre toutes les femmes. Je me prosterne à tes pieds, douceur de l'existence. Un mot de toi, et je deviendrai ton esclave pour l'éternité. » Le reste de la troupe fut estomaqué de voir ce brave Maurice aussi éloquent dans sa déclaration. On le savait amoureux de la veuve, mais à ce point-là, c'était plus que surprenant. Pour toute réponse à la supplique langoureuse, l'apparition divine tonitruait une homélie des plus terre à terre. « Vous pouvez pas lui foutre la paix, mon homme, bande de vauriens! Si c'est pas malheureux de voir une chose pareille, je me plaindrai au garde champêtre. Allez, oust, foutez-moi le camp !» Prenant la défense de son ami, bafoué par celle devant qui il était tombé en adoration, Louis jeta ses cloches par terre et s'avança promptement à ses côtés. Il riposta d'une façon tout aussi matérielle. « Il nous fait pas peur, ton garde champêtre. Va qu'à côté si ça te démange. En attendant, je suis sûr que tu vas nous fricoter un beau petit bâtard avec ce sagouin. » « Avec la vie que tu mènes, toi et tes chèvres, t'es mal placé pour me donner des leçons, espèce de patachon. Va plutôt t'occuper des tiennes de bâtard. Si je t'en ai jamais fait un de bastardon, c'est que j'ai pas voulu. Sans blague, bouge pas de là, je reviens. » Dans l'élan, Ernestine s'empara du pot de chambre qu'elle lança en direction du soupirant, toujours à genoux, et de son acolyte droit comme un i, jambes écartées, les mains sur la taille. Maurice se protégea le visage instantanément avec son violon, mais le projectile rebondit sur l'instrument et termina sa course sur la tête du berger. Témoins de la scène, Jeannot, Raymond, Dédé, Milou, Pépé et le facteur se regroupèrent activement derrière les lauriers. « Oh pétard, on nous bombarde !» s'écria Louis, quelque peu sonné par le choc. « Faut pas rester là !» Il eut au fait de battre en retraite avec les autres. Mais le pauvre Maurice ne bougeait pas de sa position vulnérable, prêt à tout endurer pour obtenir les bonnes grâces de celle pour qui il vendut son âme au diable. Le volet se referma complètement, et la lumière s'éteignit, plongeant dans les ténèbres un admirateur éperdu. « Reviens, ma belle! Ne me laisse pas !» suppliait Maurice. « Je te pardonne ta colère, même si tu as puni mon violon avec le pot de chambre. »« Relève-toi, couillon, tire-toi du milieu !» lui ordonna Jeannot. Pour le réveiller de son envoûtement, Raymond s'approcha de lui et souffla de toutes ses forces dans son tuba. La note fut si puissante qu'on crut entendre le barrissement d'un éléphant. Mais Maurice ne broncha pas. Il ne tourna même pas la tête. Il restait prostré, désespérément captif dans son cœur. Le silence ne dura pas. Aussitôt, l'orchestre diabolique récidiva sa cacophonie. Milou au klaxon, Louis à la cloche, Jeannot à la marmite, Dédé au tambour, Pépé à la crécelle, Raymond au tuba et le facteur à la voix aigrelette. Le violon, hélas, demeurait pitoyablement muet. Le charivari n'en finissait pas. Sous l'abominable tonnerre de discordance, plusieurs voix s'élevaient à l'unisson, clamant un slogan réprobateur destiné à exaspérer celui qui en était la cible. « Calipo, saligo! Calipo, saligo! Calipo, saligo !» Alors qu'ils s'attendaient à une réaction violente, à un coup de fusil, un chien lâché. Ce n'était pas la première fois qu'ils essuyaient ce genre d'incident propre au charivari qui tournait court. La porte du mas s'ouvrit et une silhouette se profila dans la pénombre.
C'était Calipo. Ce saligaud de Calipo montrait enfin le bout de son museau. Aussitôt, le tapage et les éclats de voix cessèrent. « Oh les gars, arrêtez votre boucan !» annonna le futur marié. « Ma femme, elle n'en peut plus !»« Il manque pas d'air, celui-là, constata Milou. Sa femme qui dit « Oh, rien n'est encore consommé à ce que je sache !»« Oh, rentrez 2 minutes !» insista Calipo. « Restez pas dehors que vous allez prendre froid !» Cette sollicitude inattendue de la part de celui qu'il considérait comme quelqu'un de peu recommandable les désarma. Après un moment d'hésitation à se regarder, l'air interrogateur, les provocateurs s'avancèrent lentement et pénétrèrent dans la maison. Une lampe suspendue à un fil torsadé et surmontée d'un abat-jour à carreaux rouges et blancs éclairait la pièce dans laquelle il faisait bon, par cette nuit de novembre presque glaciale. Les braises de la cheminée irradiaient et propageaient une chaleur bienvenue. Les hommes se répartirent autour d'une table de campagne encombrée de vaisselle sale. Calipo avait dû s'habiller à la hâte, un pan de chemise pendait au-dessus de la ceinture. Il invita ses hôtes à s'asseoir sur le banc et sur les chaises de paille. Il s'éclipsa quelques minutes et revint avec une bouteille de vin blanc et une boîte de biscuits. « Vous boirez bien un petit coup ?»« Ah, c'est pas de refus, » accepta Louis. « Je m'attendais à votre visite. Vous n'y êtes pas les mêmes mortes. On n'allait pas laisser passer l'occasion, » poursuivit Raymond. « Ouais, c'est la tradition, » ajouta Dédé. « Faut conserver les traditions. » « Je comprends, mais dites-moi, mes braves, que se serait-il passé si nous ne vous avions pas ouvert ?»« On aurait continué à jacasser un petit moment, » précisa Jeannot, « et contre toute attente, on serait rentré. Forcément, vous avez de la chance que ce soit pas la belle saison, parce qu'il fait bougrement pas chaud pour s'éterniser sous les étoiles. Et vous jacassez souvent au village? Pensez-vous, c'est rare. D'ailleurs, on n'aurait pas dû le faire, puisque vous avez payé la pelote. Mais il s'agit d'Ernestine, vous comprenez? Elle avait beaucoup de prétendants, et de la savoir fiancer à un étranger, sauf à votre respect, il y en a qui la digèrent toujours pas. Vous êtes jaloux d'Ernestine? Ah, pas nous, non. Mais d'ailleurs, pourquoi il n'est pas avec nous autour de cette table? De qui parlez-vous? Ben de Maurice, pardi. Peu cher, si ça se trouve, il est encore à genoux sur les graviers, dans l'allée. Les noctambules se levèrent spontanément, se ruèrent vers la porte et se catapultèrent au dehors. Maurice n'était plus là. Ils l'appelèrent. Calipo joignit sa voix à celle des autres. « Maurice! Maurice !» Cette solidarité qui s'ajoutait à l'hospitalité rendait le personnage engageant aux yeux de ses accusateurs qui regrettaient presque leur attitude. Mais elle avait eu du bon, car sans ce charivari, jamais il n'aurait pu découvrir un aspect à la fois inattendu et charitable de la part de ce nouveau venu au village. Après de longues minutes à appeler dans le vide, ils retrouvèrent leur place autour de la table à côté de la cheminée. La discussion se poursuivit pendant 2 bonnes heures. Calipo leur parla des vers à soie, de sa rencontre avec Ernestine, dont il se sentait à présent un peu coupable au vu des événements. Il leur promit de bien s'occuper d'elle, il n'avait pas de souci à se faire, qu'elle était entre de bonnes mains. Les hôtes d'un soir étaient touchés par cette marque d'affection, et trinquaient de bon cœur avec celui qui, plus tôt dans la soirée, était presque l'homme à abattre. 6 bouteilles de vin blanc et 3 boîtes de biscuits secs furent nécessaires pour entretenir correctement la conversation. Il était 2 heures du matin passé, lorsqu'à grand-peine les fêtards se levèrent de table. Rendez-vous était donné le lendemain, ou plutôt le jour même, dans l'après-midi, pour trinquer, officiellement cette fois. Les 7 téméraires n'avaient plus vraiment les yeux en face des trous au moment de quitter le mas des Bartavel. « Oh, revoir, monsieur Anatole !» balbutia le facteur. « Votre petit plat, c'est le petit Jésus en culotte de velours, et je m'y connais. Au revoir, mon ami. »« Vous êtes un brave type, » confirma Milou. « On ne pensait pas à ce qu'on a dit sur vous tout à l'heure, » poursuivait Jeannot, marmite sous le bras. « Vous avez dit beaucoup de choses. Quoi précisément? Vous n'êtes pas un saligaud, toutes nos plus plates excuses. C'est oublié. Rentrez bien. » Il n'était pas encore 3 heures de l'après-midi qu'une foule inhabituelle se pressait à la porte-fenêtre du café du commerce. On avait sorti la chemise propre, les beaux souliers, il convenait de faire bonne figure à cette réception.
Monsieur le maire en personne s'était dérangé spécialement pour partager le verre de l'amitié avec ses administrés. Derrière le comptoir, Marie s'était faite toute belle. Une jolie mise en pli dominait une robe à fleurs garnie d'une broche de pierres précieuses qui brillait. C'était l'effervescence. Anatole et celle qui allait devenir Madame Calipo étaient le centre de gravité vers qui affluaient les bouches avides de compliments. Ernestine portait une robe de soie blanche qui découvrait 2 splendides épaules. Ses mains et ses avant-bras étaient cachés par de longs gants de soie assortis à l'ensemble. Un chignon garni de boucles encadrait son visage aux yeux rieurs et à la bouche ornée de lèvres voluptueuses. Calipo était coiffé d'un haut de forme qui le grandissait et lui donnait une prestance académique. Par-dessus un gilet de brocart du plus bel effet, un veston surpiqué finissait d'habiller dignement le futur époux. Dédé, Raymond, Milou, Pépé, Louis, ses nouveaux amis jouaient des coudes pour s'approcher de lui, pour le féliciter, pour avoir l'insigne honneur de trinquer avec celui qui était aujourd'hui la personnalité la plus importante du village. Le maire lui posait 1000 questions auxquelles il répondait toujours très élégamment. Dans le brouhaha, les congratulations pleuvaient. On parlait fort, on riait, on fumait, on partageait. « Alors, c'est le grand jour, monsieur Calipo, s'enhardit un villageois. Ça y est, vous passez devant monsieur le maire avec notre Ernestine au bras. Eh oui, ma foi, ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie. Vous savez que la concurrence était sévère. Je suis au courant. C'est presque une victoire que j'ai remportée sans avoir combattu, je n'ai pas beaucoup de mérite. En parlant de concurrence, regardez qui voilà, alerta Raymond. À quelques mètres en retrait du comptoir, Maurice se tenait immobile, un bouquet de roses baccarat dans les bras. Afin de ne pas faire honte à la mariée, il s'était rasé et avait revêtu un pardessus en velours gris foncé sous lequel se dessinaient des bottes en caoutchouc. Bien que convenable, il avait sa tête des mauvais jours. Machinalement, on s'écarta pour le laisser s'approcher des futurs mariés. Il fit quelques pas sans regarder personne. Ernestine s'avança vers lui. « Oh, des fleurs, c'est très aimable de ta part, Maurice. »« C'est pas pour toi, ingrate !» Il se tourna vers la patronne du café et lui tendit le bouquet. « Tenez, Maurice, c'est pour les roses que j'ai bouffées. J'ai déconné. »« Merci, mais il fallait pas. »« Qu'est-ce que vous buvez ?» lui demanda Calipo, affichant un sourire embarrassé. « Rien du tout. Je trinque pas avec les malfaisants. »« Tu te trompes, » s'indigna Pépé. « Monsieur Calipo est tout à fait charmant, je t'assure. C'est un monsieur distingué. »« Si tu le dis. En tout cas, il a beau être charmant, il m'a fait marron. »« Mais ne sois pas rancunier, beau Dieu. C'est un grand jour aujourd'hui, il faut marquer le coup. Ravale ta rancœur et bois le verre avec nous. »« Vous avez pas de figure. Hier, on était tous d'accord pour le débusquer, le monsieur distingué. Quand ça a tourné au vinaigre, vous m'avez abandonné dans le froid de la nuit. Et maintenant, vous lui cirez les chaussures. Vous êtes des faux culs. J'ai pas peur de le dire devant tout le monde. »« Quelle cagade, Maurice, mais tu nous emmerdes. C'était pas la peine de venir si c'est pour faire de l'esclandre. »« Rassure-toi, renégat, je reste pas. J'ai ma fierté, moi. Même si elle vaut pas grand-chose. Je vous laisse à vos mondanités. »« Allons, mon ami, remettez-vous, voyons, réconforta Calipo. Tout ça finira tôt ou tard par s'arranger. Une petite flûte de champagne, ça vous ferait plaisir? »« Je suis pas votre ami. Vous en voyez, vous, des amis autour de ce comptoir? » »« Comme vous voudrez. Je ne peux plus rien faire pour vous. »« Ah, mais si, au contraire, vous pouvez. Il n'est pas trop tard. Vous prenez vos clics et vos claques et vous retournez vite fait dans votre ville de dégénérés et retrouvez vos asticots. »« Vous vous égarez, mon brave. »« Moi? Brave? Ah, monsieur Calipo, là, vous dépassez les bornes. »« Calme-toi, Maurice, s'interposa Ernestine. »« Je suis calme, ma belle. Mais ton coquin, là, il m'impressionne pas du tout, avec son galurin. Il mérite une correction pour m'avoir manqué de respect. »« Mais il ne t'a rien dit de désobligeant? »« Si, il m'a traité de brave. » Sous le regard ahuri des convives, Maurice empoigna Anatole, le souleva, fit quelques pas vers la porte d'entrée et le suspendit au porte-manteau par le col de son veston. Sans demander son reste, il sortit comme un courant d'air en laissant la porte grande ouverte derrière lui. Calipo gesticulait, ses petites jambes battaient l'air dans tous les sens. Les clients du café avaient formé un cercle autour de lui comme s'il assistait à un spectacle comique et improvisé. Les rires refusaient. Calipo implorait à fendre l'âme. « Décrochez-moi! Décrochez-moi » La cérémonie du mariage se passa bien. À la sortie de la mairie, Calipo paradait avec sa charmante épouse. Bras dessus, bras dessous, ils étaient presque romantiques.
À l'écart de la foule exaltée, 3 petites vieilles dévisageaient d'un regard sombre les novices, ainsi appelait-on les nouveaux mariés en Provence. Six mois avaient passé. Monsieur et madame Calipo étaient désormais intégrés à la population du village, unis pour le meilleur et pour le pire. Le pire était derrière eux, leur semblait-il. Avec les rigueurs de l'hiver, les vieilles bouches se turent et les soupirants résignés abdiquèrent définitivement. On oublia l'événement et son lot de contrariétés. C'était le printemps. Il faisait encore frais pour la saison, de la fumée s'échappait de la cheminée du mas des Bartavel. Un matin, sur les coups de 10 heures, quelqu'un frappa à la porte. Ernestine ouvrit. Face à elle, un imposant bouquet de fleurs cachait celui qui le tenait, dont elle ne distinguait que les jambes garnies de bottes. Elle ne dit rien, attendit que le visiteur annonça l'objet de sa venue. Le bouquet s'abaissa. « Bonjour, Ernestine. »« Maurice, si je m'attendais. »« Cette fois, elles sont bien pour toi, ces fleurs. »« C'est gentil, mais pourquoi ?»« Pour me faire pardonner. Tu sais, l'autre soir, sous ta fenêtre. Oh, je ne suis pas prêt d'oublier cette farandole. Mais rentre, reste pas là qu'il fait pas chaud. » Il entra, s'assit, croisa les bras sur la table. Ernestine déposa les fleurs sur le bord du bac à vaisselle et prit place en face de lui. « Quand je t'ai vu apparaître comme ça, toute radieuse, poursuivit Maurice, ça m'a tout mélangé, l'intérieur de moi-même. Je ne savais plus ce que je disais. Oh, tu m'as fait une brave déclaration. C'était la première fois qu'on me prenait pour la Sainte Vierge. Je me suis littéralement donné un spectacle devant mes collègues. J'étais lamentable. Pas tant que ça, c'est joli ce que tu m'as dit. Merci, mais j'aurais pu choisir un autre moment. Je suis désolé d'avoir abîmé ton violon avec le pot de chambre. Oh, je sais même plus ce que j'en ai fait depuis cette soirée. Au fait, il n'est pas là, ton mari? Non, il est parti à Valabrègue. Il a encore des choses à bricoler là-haut. Tu sais, nous allons quitter le village et pour s'installer chez lui. À présent, tu connais les sentiments que j'avais pour toi. J'ai un peu honte. Je ne savais pas que tu m'aimais à ce point. C'est ma faute, Ernestine. Je te l'ai jamais dit. Je pouvais pas. J'y arrivais pas. Tu es un grand couillon. C'est pas couillon que je suis. C'est timide. La timidité, c'est une chose terrible. Elle vous paralyse. Elle vous fait dire des âneries. C'est une maladie qui vous empêche de saisir les belles occasions. C'est une bête malsaine qui vous ronge par le dedans, sans dépaître pas. On a beau être fort, on se sent tellement désarmé devant la femme, surtout lorsqu'elle ressemble à une reine. Oh, je ne suis pas une reine, juste une simple villageoise. Oh, mais une villageoise qui a de quoi donner le torticolis à tous les hommes. Maintenant, les têtes ne se retourneront plus sur moi. Je suis à nouveau marié, je crois sincèrement que celui-ci c'est le bon. Il est gentil, il me rendra heureuse. Je sais, ma belle, maintenant je sais. Tu as marié une bonne personne. Il a du mérite, ton mari. Il mène ses affaires comme un chef. Il a la tête sur les épaules. Je te souhaite tous les bonheurs avec lui. Je lui dirai tout ça, venant de toi, il sera touché que tu n'as plus la rancune contre lui. Eh, mais je vois que tu as le ventre qui prend une jolie rondeur. Tu vas bientôt nous faire un beau petit, dis. Eh, le docteur m'a dit que ce sera pour le mois de juillet. Eh, comment tu vas l'appeler, ce pitchoun? Un peu gênée, Ernestine baissa la tête. Elle murmura, les yeux humides. Maurice.